Ok, ben pour être un aficionados de BFM Business et de Stéphane Soumier le matin, je connais bien toutes les startups qui étaient présentes là, mille et une pharmacies, Choose Your Boss, puis avec Cozy Cloud, on se connaît depuis un petit moment. J'ai choisi d'intituler mon propos « Revendiquer son droit d'innover, c'est crucial ». Et c'est crucial en France et en Europe parce que je pense qu'on ne doit pas capituler sur l'innovation mondiale. Et puis Michel Combe ne me contredira probablement pas là-dessus. Je pense que c'est très important. Alors je vais me présenter à vous. Donc je suis Luc Bretonne. J'ai la chance d'avoir une des missions les plus sympas de mon groupe, le groupe Orange. Je suis en français Chief Product Officer, comme le disait mon prédécesseur Paul François Fournier, qui est à la BPI maintenant. Donc simplement, mes équipes conçoivent, designent et mettent en œuvre au sein du Technocentre, en collaboration avec les Orange Labs, les nouveaux produits et services du groupe Orange. Donc plus de 200 en année pleine pour les 30 pays du groupe dans lesquels nous opérons. Les équipes du Technocentre, elles sont basées à Londres, à Paris, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Amman en Jordanie, puisque pour faire des produits pour des Africains, des Moyen-Orientaux et des Européens, il faut être proche de ses clients. Et puis j'ai la chance de participer au board des labos de Beijing, Tokyo, et bien sûr, comme tous les passionnés d'innovation, je suis scotché sur l'actualité de la Silicon Valley, en particulier notre labo de San Francisco. Alors aujourd'hui, je me sens encore jeune, mais il paraît que je suis déjà un grand-père. Alors je vous rassure, c'est au sens figuré pour l'instant. Outre le fait que je n'ai eu jamais qu'un employeur et qu'une femme, ce dont vous vous moquez totalement, rendez-vous compte, j'utilise encore le mail et le téléphone. Alors comme vous le savez peut-être, les jeunes londoniens, c'est la banlieue éloignée de Paris, qui ont entre 12 et 15 ans, ils ont complètement abandonné ces modes de communication. Au profit de quoi ? Au profit des réseaux sociaux d'une part et des applications de messagerie enrichies d'autre part. Dans le même registre, le premier écran au monde est désormais le smartphone, loin devant la télévision, avec 2h40 par jour de moyenne de consommation dans les 30 pays les plus industrialisés du monde. La télé, à l'exception de la France, où le croisement est une histoire de mois, perd régulièrement du terrain et se délinéarise significativement. Les jeunes choisissent, mais pas que les jeunes, de consommer ce qu'ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils le veulent et sur l'écran qu'ils veulent, en l'occurrence plutôt le mobile. Ces deux transformations, qui sont des exemples, elles ont été ultra rapides, moins de 10 ans, même beaucoup moins. Elles sont à l'image de l'incroyable transformation du monde moderne, cette transformation qui est impulsée par la troisième révolution industrielle, celle de l'Internet, qui est successivement devenue Internet des ordinateurs, puis Internet des mobiles et enfin Internet des objets. Cette révolution industrielle, donc, qui a été décrite par Jeremy Rifkin dans son dernier livre, La nouvelle société du coût marginal zéro, qui est marquée par l'Internet des objets, son caractère distribué et les moyens de production d'énergie qui tendent dans le même temps à se distribuer, du moins pour les énergies dites renouvelables. Alors les caractéristiques de cette nouvelle ère, c'est l'accélération et la complexité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'accélération des capacités de disruption, on en a abondamment parlé aujourd'hui, d'action à grande échelle, ce qu'on peut désigner par les termes de surabondance d'opportunités, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la surabondance d'informations qui est produite par notre monde connecté et sa génération d'entropie. Vous êtes, comme moi, débordés par l'information. Et nous disposons aujourd'hui de la plus grande infrastructure d'innovation que l'humanité ait jamais connue. En effet, aujourd'hui, des individus disposent de capacités de calcul et d'action en réseau qui jusque-là étaient réservées à des grands groupes ou à des institutions publiques. Je me souviens quand j'étais étudiant ingénieur du CEA qui louait très cher des heures de calcul sur un Cray2 dans mon école. Il suffit de constater qu'en 200 ans, la vitesse de transmission de l'information a été multipliée par 100 milliards et que la loi de Moore a amené plus de puissance informatique dans notre smartphone qu'il n'y en avait en 1990 dans le NEC plus ultra de ces fameux supercalculateurs, encore une fois, le Cray2. En début 2018, 4 milliards d'humains auront un smartphone dans la poche. Oui, 4 milliards contre 1,5 fin 2013. Si vous ajoutez à cela que les capteurs désormais coûtent moins de 1 euro pour avoir un accéléromètre, un GPS, un thermomètre, un Bluetooth, un Wi-Fi, un processeur, je m'arrête là, vous avez compris. Bref, le monde appartient aux ingénieurs, le monde appartient aux entrepreneurs.
Accélération donc et complexité. Aujourd'hui, tous les dirigeants d'État ou d'entreprise, savants et autres prix Nobel sont dans le doute. Pour le dire simplement, personne n'est sûr de rien. Dans le monde de l'innovation informatique, on a d'ailleurs tout entendu, Thomas Watson, alors certes c'était en 1943, mais c'était le président d'IBM, je pense qu'il y a un marché mondial pour quelque chose comme 5 ordinateurs. Ken Olsen, président de DEC en 1977, un particulier n'a aucune raison d'avoir un ordinateur chez lui. Ou encore Jacques Monod, notre prix Nobel de médecine en 1970, la taille de l'ADN interdit sans doute à tout jamais que l'on puisse modifier notre génome. Ça a été fait depuis. Le raisonnement linéaire est complètement balayé par la progression exponentielle de l'innovation. La réalité dépasse tous les jours la fiction. Personne n'avait même imaginé la faillite de Lehman Brothers, la renaissance d'Apple, l'irruption de Google, Facebook, l'IPO record d'Alibaba, qui l'a valorisé plus de 220 milliards de dollars. Nous sommes en pleine éphémérisation. C'est un process qui consiste à réaliser toujours plus avec moins et personne ne maîtrise grand-chose. Charles Darwin le disait déjà, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survivra, ni la plus intelligente, mais celle qui sera la plus capable de s'adapter au changement. Eh bien, au point de vue changement, mes amis, nous n'allons pas être déçus. Et bien sûr, pour nous tous, c'est une source immense d'opportunités. Alors la France, l'Europe disposent de toutes les formations d'excellence et de toutes les infrastructures techniques, logistiques et financières pour innover au plus haut niveau mondial dans la quasi-totalité des domaines. Il suffit de voir les 60 000 Français présents dans la Silicon Valley. Notre région, l'Europe et la France, est riche de start-up. Vous en avez vu toute la journée ici qui sont formidables. Très agiles, de grands groupes qui sont des leaders internationaux, c'est une chance également, et d'entreprises de croissance de taille intermédiaire qui constituent un écosystème absolument exceptionnel. Dans le même temps, la rapidité et la complexité croissante de notre société mondialisée nécessitent désormais d'innover ensemble pour gagner en pertinence, en rapidité et en couverture du marché. On appelle cela chez Orange, mais pas seulement, l'open innovation et la différenciation, qui peuvent nous permettre de retrouver le leadership continental qui a manqué à l'Europe sur les dernières vagues de disruption IT. Cette dynamique de conquête, elle devra s'appuyer sur des plateformes, on en a parlé ce matin, elles aussi ouvertes, en phase avec la législation locale, d'une part, et puis les besoins des consommateurs qui sont aussi des citoyens, soucieux de mieux comprendre et maîtriser l'exploitation de leurs données, comme le disait très bien Benjamin André, le CEO de Cozy Cloud, à l'instant. Les changements induits par la troisième révolution industrielle, elles ont vu le logiciel s'immiscer tel un fluide dans toutes les pores de l'économie mondiale pour en capter la valeur. Marc Andreessen, qui depuis la disparition de Steve Jobs, qui est cofondateur de Mosaic, Netscape, qui est au conseil d'administration de Facebook, eBay, HP, etc., décrit les 10 dernières années par « Software is eating the world », ou on pourrait dire « has eaten the world », le logiciel a capté la valeur mondiale. Eh bien, tous les continents en ont profité, sauf un, l'Europe. Toujours un seul éditeur dans le classement Financial Times 500, SAP, alors que presque tous nos constructeurs hardware ont disparu ou se sont paupérisés, et les telcos qui se sont globalement appauvris. Parmi les 10 premières capitalisations des géants de l'Internet, 6 sont américaines, 4 chinoises. La valeur pour les 10 prochaines années va se déplacer du logiciel vers l'Internet des objets et le big data, et bien sûr leur plateforme de développement. En 2020, entre 50 et 300 milliards d'objets connectés généreront plus de la moitié des datas mondiales, celle-là même qui double aujourd'hui environ tous les 14 mois. Pour conquérir cette nouvelle frontière, nous devons innover ensemble, sachant que les startups créent massivement l'innovation de rupture et les gazelles, ces entreprises de croissance, créent massivement les nouveaux emplois. Plusieurs études qui ont été menées aux États-Unis, sont un peu en avance sur nous, notamment avec la Fondation Kauffman sur l'étude de ces choses-là, montrent que la création nette d'emplois sur une longue période a été produite en intégralité par des jeunes entreprises de moins de 5 ans. Parallèlement, les 1% d'entreprises les plus performantes, toutes tailles confondues, sont à l'origine de 40% des nouveaux emplois créés. Une autre étude réalisée sur longue période montre que 4% des entreprises, les 350 000 gazelles américaines, les entreprises de croissance, l'équivalent de Croissance Plus en France si vous voulez, ont généré 60% de tous les nouveaux jobs. Et selon une étude de Yale, qui est bien connue désormais, puisqu'elle finit sur toutes les planches des consultants, 75% du Standard & Poor's 500 sera remplacé d'ici 2027.
Le grand sujet aujourd'hui, donc, c'est le scale-up, c'est-à-dire la capacité, c'est ce qu'ont dit toutes les startups, à se transformer en gazelle, puis de gazelle à géant mondial, sur la base d'un marché qui est continental et d'une captation d'usage qui permet de déduire par la suite un business model. On ne commence plus par le business model, on commence par l'usage, on en déduit un business model, en tout cas dans les nouveaux modèles très successful, et de constater dans le rétroviseur, aussi bizarre que ça puisse paraître, un business plan. Ce qui caractérise un marché continental, c'est un espace régi par des règles, des lois, des normes partagées qui permettent de développer une activité économique qui profite du bras de levier d'un marché de centaines de millions de consommateurs. Et de nos jours, si la régulation le permet, les standards, ils s'imposent de fait. Et ils attendent de moins en moins la normalisation. Nous avons donc besoin d'une régulation la plus unifiée possible entre les grands pays européens, à commencer bien sûr par le couple franco-allemand. Nous avons également besoin en France et en Europe de plateformes qui permettent d'accélérer l'open innovation que j'ai décrite entre grands groupes, start-up et gazelles. C'est pourquoi Orange a lancé l'an dernier une plateforme de médiation de données, DataVenue, issue des objets connectés, qui permet de rendre intelligible par chacun son monde connecté et d'ouvrir aux développeurs les opportunités de croisement de data, y compris issues de grands groupes, dans le respect des règles CNIL et des données personnelles. Les startups de nombreux Fab Labs ou espaces de coworking, dont le NUMA ou encore la récente Cité des objets connectés d'Angers, peuvent utiliser gratuitement la plateforme pour collecter, sécuriser, exploiter, croiser les données. Car le nouvel alphabet de l'innovation, il s'écrit sur la base de l'IP, de l'open innovation, des API, des standards de fait, comme je l'ai dit, la virtualisation des fonctions réseau, la distribution digitale over the top, la consumérisation de l'IT et le crowdfunding. Pour les grands groupes, c'est un travail d'adaptation et de transformation qui est quotidien. Remarquez la valorisation de Microsoft qui est repassée devant celle de Google après que son nouveau PDG, Satya Nadella, est appelé à une plus grande ouverture du code de Microsoft. Bien plus modestement, je demande à tous mes chefs de produits technocentres des services API ready, c'est-à-dire interconnectables avec le monde de l'innovation. Ces API, qui sont des connecteurs informatiques, ils vont nous permettre de nous appuyer sur la puissance d'innovation de la multitude des développeurs de la planète et puis vice-versa. Ce qui nous permettra aussi de mieux identifier des projets qui sont proches de notre business et qui sont les plus prometteurs et de pouvoir, dans certains cas, investir en early stage ou acquérir leur développement via nos accélérateurs partout dans le monde, les Orange Fab. Au-delà, accélérer leur développement, bien sûr, pas les acquérir. Les acquérir, c'est si on fait une acquisition en early stage ou une participation, on n'a pas vocation à acquérir leur développement, mais bien à les accélérer. Nous sommes start-up friendly, lapsus. Au-delà de leur dimension innovation et financière, la proximité des start-up, elle permet d'accélérer aussi notre transformation culturelle interne, c'est un enjeu pour les grands groupes, et le développement de dynamiques qui sont intrapreneuriales et agiles. Il y a 2 ans, nous avons décidé avec mon équipe de direction de former tous nos collaborateurs au Lean Startup et à l'art du pitch. Le Lean Startup, ça nous permet d'accroître nos interactions avec les clients, depuis le prototype jusqu'au lancement sur le marché, et d'intégrer le design et le travail en petits groupes pluridisciplinaires qui sont véritablement en charge des décisions liées à leur projet. Ça développe l'autonomie, la responsabilité et le sens au travail. Pour conclure, je suis persuadé, comme mon PDG Stéphane Richard, qui incarne tous les jours la dynamique d'innovation incroyable de notre groupe, que revendiquer son droit d'innover en France et en Europe, c'est crucial. L'Europe a tout pour allier les réseaux, les plateformes, les services et un marketing différenciant, un marketing du respect du citoyen, du consommateur, de la vie privée, un marketing de la transparence, de la pédagogie et de la sincérité, pour que chacun reste en maîtrise de ses données, de ses choix, de sa personnalité, de son libre arbitre. Je vous remercie.